Je vais maintenant demander à Olivier Félix de nous rejoindre, Olivier Félix d'Oseo, qui va nous parler de la question des financements de l'innovation au sein des établissements d'hospitalisation privée. Bonjour à tous et à toutes. Les thèmes que je souhaiterais aborder avec vous ont été vus en concertation avec les équipes du syndicat que je remercie et que je félicite. Donc les deux thèmes essentiels, et puis évidemment, je répondrai aux questions. Les deux thèmes essentiels, c'est quelle est la vision du secteur, de votre domaine, du côté bancaire. Je serai raisonnable, je parlerai d'Oseo. Ça, c'est le premier thème que je souhaiterais aborder. Et puis le deuxième, quelque chose d'assez technique, mais en fait relativement simple dans ses prémices, qui est est-ce qu'il convient systématiquement d'externaliser l'immobilier dans votre domaine? Voilà un peu les deux thèmes. Pour la présentation, donc, je suis Olivier Félix et je suis responsable au sein d'Oseo de la direction des engagements dans le domaine des services et de la distribution, c'est-à-dire, pour faire simple, tout ce qui n'est pas industrie. Et évidemment, dans ce domaine dont j'ai la charge, il y a évidemment le secteur de la santé, MCO, SSR et EHPAD. Un mot d'abord sur quelque chose qui, à mon sens, est assez mal connu, qui est quel est le processus de décision, puisque je m'occupe de la direction des engagements, c'est donc un processus de décision. Comment fonctionne un processus de décision dans un établissement bancaire? Ça va paraître surprenant, mais en fait, c'est rationnel dans ses prémices. Ça ne l'est peut-être pas systématiquement dans les résultats, j'en conviens, mais au moins dans ses prémices, c'est rationnel. En fait, ça repose sur trois constatations et trois notations. Une première notation qui est l'emprunteur, c'est-à-dire celui qui vient nous voir pour financer un projet. Donc, il existe, il a des bilans, il a une situation financière avant projet. Et elle est examinée, elle fait l'objet d'une notation. J'écarte parce qu'il n'existe pas dans votre secteur, c'est la finalité de création. On ne crée pas de clinique MCO aujourd'hui en France. Donc, j'ai parlé de l'emprunteur. Ensuite, c'est le projet. On regarde le projet. Le projet, donc, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est opportun? En général, il est opportun parce que ceux qui le procèdent savent sans doute beaucoup mieux que nous, évidemment, ce qu'il faut faire ou pas. Sauf qu'il peut être démesuré, il peut être trop coûteux. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième analyse. C'est le projet qui fait également là l'objet d'une notation. Et puis enfin, c'est un troisième élément qui est les garanties. Tout prêt doit être garanti et il y a une notation de la garantie. Et donc c'est l'ensemble de ces trois éléments, items, qui font l'objet d'une pondération et qui concluent à une orientation qui est de faire ou de ne pas faire ou de faire autrement. Voilà un peu le processus de décision au sein de l'établissement de crédit. Alors, pour donner l'image de votre domaine, dans votre secteur, chez Oseo, je considérais que c'était le plus simple, c'était de faire un tableau, les pour et les contre, qu'on peut appeler atouts et contraintes. Donc, je vais commencer par les atouts, parce que heureusement, ils existent, sinon je ne serais pas là. Donc les atouts, je vais les rappeler, il y en a certains qui vous paraissent évidents, il y en a d'autres qui le sont sans doute moins, puisque c'est la vision d'un prêteur, ce n'est pas la vision d'un opérateur. Donc les fondamentaux, on les répète, il faut les répéter, c'est évidemment un payeur solvable, la démographie qui est favorable, on en a déjà parlé tout à l'heure, l'absence de phénomène de délocalisation, des fortes barrières à l'entrée, donc tout ça est bien connu. Autre élément économique, c'est que c'est un rare secteur économique dans lequel la concurrence, à mon avis, n'a pas grand sens. Et d'ailleurs pas simplement à mon avis, mais à l'avis des tutelles, et qu'il vaut mieux organiser le secteur en répartissant les activités par opérateur, plutôt que de mettre des concurrences frontales qui ne débouchent sur rien, en fait, dans ce secteur-là, j'entends.
Enfin, il y a deux items qui pourraient être considérés comme des plus, mais qui pourraient tout aussi bien être considérés comme des aspects négatifs. Je le mettrai également dans l'aspect positif, c'est la restructuration dont j'entends parler, qu'on constate depuis des années, mais qui n'est toujours pas finie. Donc visiblement, il y a encore toujours trop de lits ou trop d'établissements, et donc une restructuration à finir, sous forme de concentration, j'imagine, c'est celle-ci qui paraît naturelle, et donc elle n'est pas achevée. Donc ça veut dire que c'est des opportunités pour ceux qui ont envie d'y participer. Pour certains, c'est plutôt une contrainte parce qu'ils seraient éventuellement des cibles dans une opération de ce type. Ça, c'est un élément. Le dernier élément, mais ça, c'est le cadre administratif qui, par ailleurs, est protecteur dans certains cas, sur certains aspects, et par ailleurs un peu déroutant, par excès on en a parlé également, par excès de contraintes administratives. Donc voilà un peu les aspects positifs du secteur. Donc ils existent. Et la meilleure preuve qu'il en est, c'est que deux types d'opérateurs s'y sont intéressés. Un, des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'exploitation. Donc ça, c'est depuis quelques années. Et plus récemment, et à la surprise de certains, des fonds d'investissement, ceux-là spécialisés dans l'immobilier, qui s'intéressent à l'immobilier de clinique. Ce qui évidemment était loin d'être gagné, sachant le caractère un peu monovalent de cet immobilier. Donc voilà, j'ai parlé des aspects positifs. Je vais parler évidemment maintenant des contraintes. Les contraintes de votre secteur, vous les connaissez. C'est d'abord pour nous, en retour, c'est les tarifs administrés qui fait que des budgets et des prévisionnels sont extrêmement compliqués à mettre en place puisque les tarifs sont fixés par l'extérieur. Ça, c'est un premier point. Le deuxième contrainte, c'est les régimes des autorisations. Donc ça, c'est plutôt un revers pour nous puisque on doit, et on le fait, mettre en place des crédits sur des durées qui sont supérieures à des durées d'autorisation. Donc voilà, c'est admis, on le fait, parce que sinon, de toute façon, on ne pourrait pas faire de crédit, sauf à des durées très courtes, mais qui ne seraient pas compatibles avec votre compte d'exploitation. Donc voilà, mais il faut savoir que pour un établissement financier, c'est une vraie contrainte, parce qu'il peut se retrouver au milieu du gué avec un établissement qui n'existe plus. Donc ça, c'est sur le chapitre des autorisations. Troisième contrainte, c'est le poids des investissements. Votre métier nécessite des investissements qui sont très lourds, tant en immobilier qu'en matériel. En regard, il y a quoi? Il y a une rentabilité, une marge opérationnelle qui est celle qu'elle est, c'est-à-dire plutôt faible, pas faible, parce qu'elle est entre 12% et 18% d'EBITDA. C'est pas faible ou beaucoup en soi. Ce qu'il faut voir, c'est en regard de quoi? En regard des investissements. Je l'ai dit, c'est des investissements qui sont très très lourds. Et en regard de quoi? Du mode des charges. Vous avez un fonctionnement qui a des charges fixes qui sont très lourds. C'est le cas d'un certain nombre de secteurs, comme le secteur de l'hôtellerie. Le problème de ce mode de fonctionnement, c'est que dès que les chiffres d'affaires diminuent, la rentabilité diminue beaucoup plus que le chiffre d'affaires. Donc c'est très bien quand l'activité croît, la rentabilité croît plus vite. C'est évidemment, le vélo fonctionne dans le sens inverse quand les chiffres d'affaires diminuent. L'exemple le plus frappant, c'est la Générale de Santé dans ses comptes publiés sur 2012. Elle a perdu 1,5% de chiffre d'affaires, pour des raisons peu importe. Et derrière, son EBITDA, il a perdu pas loin de 4%. Donc là, c'est un bon exemple, une contrainte d'un secteur économique qui fonctionne avec des charges fixes qui sont très lourdes. Voilà un peu la contrainte. Une fiscalité en matière de TVA que je trouve pénalisante. Ne pas pouvoir récupérer la TVA quand on a besoin d'investir comme vous en avez besoin, c'est évidemment pénalisant, surtout que ça s'accompagne d'une taxe sur les salaires. Donc ça, c'est une contrainte. Une contrainte sur le management. Il est rare qu'on ait un des secteurs économiques, des modèles économiques, où le principal contributeur du chiffre d'affaires n'est pas subordonné aux actionnaires et à la direction d'établissement. C'est le cas avec vos médecins. Je pense que c'est une complication, plus qu'une simplification. Dernier point, qui est là le point égoïste, la problématique égoïste du banquier, c'est la problématique des garanties. Je l'ai dit, pour faire un crédit, il faut un projet, il faut un emprunteur, mais il faut également des garanties. Et là, dans votre secteur, les garanties sont, dans quelques cas, illusoires.
justement, et j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'elle repose sur la prorogation d'autorisation. Si j'ai pris une hypothèque sur un immeuble qui n'est plus une clinique, c'est un peu compliqué à reconvertir. De même que si j'ai un nantissement sur un fonds de commerce d'un établissement qui n'est plus autorisé, la garantie devient un peu illusoire. Donc ça, c'est un phénomène qui est propre à notre établissement, mais qui peut être considéré comme une contrainte. Voilà un peu pour le paysage. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut conclure? L'approche qu'a Oseo et qu'a, j'imagine, nombre d'autres banques, c'est d'essayer d'être le plus professionnel et de vous connaître mieux pour faire un peu moins d'erreurs d'analyse. Mais au final, si je dois mesurer, et je pense que je ne vais pas faire plaisir aux représentants de Capio, qui était mon prédécesseur sur la tribune, c'est que notre choix, le choix, conduit naturellement vers le financement de structures de forte capacité, dont on pense qu'elles ont une position qui est dominante à côté de l'hôpital, donc ou de financer des structures qui existent dans cette configuration-là, ou de financer des projets de structures qui n'y sont pas, mais pour lesquels, au final, le projet sera de se regrouper pour faire un établissement qui sera un établissement de référence. Je dis ça, je ne méconnais pas qu'il y ait dans certains endroits, certains établissements de petite capacité qui sont rentables et pérennes, mais je dirais que ce n'est pas la loi du genre. La loi du genre, c'est plutôt les établissements. Et avec le phénomène des seuils, des contraintes administratives et des seuils du fait des charges fixes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je dirais que ça nous conduit naturellement à privilégier dans nos financements les établissements de forte capacité pour lesquels on considère, à tort ou à raison, mais en tout cas aujourd'hui, on n'a pas vraiment été démenti par l'expérience, que cela était plus pérenne que les autres. Donc vous nous expliquez qu'aujourd'hui, les banques ne prêtent qu'aux riches. C'est pas parce qu'on est gros qu'on est riche, c'est pas parce qu'on est petit qu'on est pauvre. C'est pas tout à fait ça. L'idée, c'était de dire qu'il y en a qui sont plus périns que d'autres. C'est un peu ça. Je connais des établissements de grande capacité qui sont pas riches parce qu'ils sont couverts de dettes. Donc C'est pas grave voilà. d'être endetté. Mais après, c'est une question de dosage. Donc voilà. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est pas tant pauvre ou riche, c'est la capacité de traverser les années sur des crédits qui sont, sur ces établissements-là, qui sont des crédits qui sont au minimum, qui seront au minimum de 15 ans. Imaginez ce que peut être une clinique dans 15 ans, c'est compliqué pour nous, parce que c'est déjà compliqué pour vous. Est-ce qu'une clinique qui est déjà propriétaire de certains de ses murs a plus, on va dire, présente plus de garanties pour vous qu'une clinique qui les loue à un tiers? On y reviendra sur le débat d'externaliser, mais je vais répondre à votre question. J'ai pas de problématique, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas de différence entre un établissement qui a ses murs et un établissement qui n'a pas ses murs. C'est un choix d'actionnaire ou c'est un choix de contrainte d'historique qui fait que dans certains cas, ils sont propriétaires que du fonds, dans certains cas, ils sont propriétaires murs et fonds. Moi, mon approche, elle est différente. C'est-à-dire, il est propriétaire des murs, quel est son projet? C'est de transférer, par exemple, l'établissement, de se regrouper. Derrière, ces murs seront sans doute revendus. Ou alors, il a des projets importants d'investissement, de modernisation. Après, c'est un niveau d'aide adapté à l'entreprise qui nous est présentée. Maintenant, si je prends l'hypothèse de demande de financement d'un établissement qui doit faire des travaux de modernisation ou d'équipement, alors même qu'il n'a pas la maîtrise de ses murs, la première chose qu'on regardera, c'est le niveau des loyers. Est-ce que la dette qu'on va mettre complémentaire sur une dette éventuellement qui préexiste et sur des loyers qui sont ceux qui sont, on calcule dans notre jargon ce qu'on appelle le coût-outil, c'est-à-dire qu'on empile toutes ces charges, loyer, charge de la dette ancienne, charge nouvelle de la dette, et on regarde si ça passe sur un prévisionnel qu'on considérera comme crédible. Donc pour nous, il n'y a pas d'ostracisme. Dans le cas de figure où je suis propriétaire des murs, je ne suis pas propriétaire des murs, il n'y en a pas un qui est infinançable et l'autre qui ne l'est pas. D'ailleurs, en général, souvent les projets ne sont pas les mêmes quand il est propriétaire des murs ou quand on n'est pas propriétaire de ces murs. Donc après, c'est une question de dosage de dette et de charge de remboursement par rapport à une rentabilité normative du secteur. Vous avez entendu tout à l'heure deux visions différentes, pas divergentes, mais différentes de l'avenir de l'hospitalisation privée. Quand vous entendez comme ça deux professionnels qui sont très bien placés là où ils sont et qui ont des visions
différentes. Vous, votre point de vue de banquier, il est plutôt où? Vous dites plutôt, c'est le monsieur de Capio qui a raison, non, c'est le monsieur du SSR qui a raison. Est-ce qu'il y en a un qui a raison, l'autre qui a tort au regard du banquier ou pas? Il est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'il observe et il écoute avec intérêt les uns et les autres, et ça rend notre métier encore plus humble, parce que entre un métier qui dit que les établissements, ce seront des établissements de 500 lits avec 60 ou 80 mètres carrés Sean à la chambre qui seront l'avenir, et d'autres qui disent que c'est uniquement des plateaux techniques et un hôtel Holiday Inn en face, si je caricature entre les deux extrêmes, c'est sûr que ce n'est pas tout à fait la même chose en poids d'investissement. Donc voilà, ça nous interpelle plutôt qu'autre chose. Hein. Mais j'ai évidemment aucun point de vue technique sur cet aspect-là. Les banquiers ont un travers, mais c'est comme ça. Ils ont tendance à regarder dans le passé, voir les grandes tendances, extrapoler. Ils essayent de... Voilà. Mais je pense que les révolutions sont dans ce secteur-là, et on en parlait tout à l'heure, la comparaison entre le secteur industriel et le secteur de la santé. C'est vrai que cette observation, je l'ai faite moi-même. Les évolutions me paraissent plus lentes dans votre secteur qu'elles paraissent l'être dans le secteur industriel. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du service? Parce que c'est un métier où on est sur l'être humain? Est-ce que c'est ça qui fait que les évolutions sont plutôt lentes? Je dirais peut-être heureusement pour vous et heureusement peut-être pour nous. Mais c'est vrai que cette évolution, je ne suis pas capable aujourd'hui de dire sous quelle forme elle sera et surtout quel délai elle me prendra. En attendant, ce que je sais, moi, c'est que dès que j'ai de l'immobilier à financer, au minimum, on me dit qu'il faut financer un immeuble sur 15 ans. Voilà. Et j'admets, parce que de toute façon, on ne pourrait pas faire autrement. Aujourd'hui, c'est le cadre réglementaire qui définit les tarifs. Est-ce que vous regardez avec une acuité particulière les secteurs qui sont aujourd'hui moins remboursés qu'ils ne l'étaient hier avant de financer un investissement qui se lève régulièrement à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros quand il s'agit de reconstruire un établissement? On n'est pas capable de prévoir dans une clinique MCO avec entre ce qui relève de la chirurgie, de la médecine et de l'obstétrique, ce qui sera mieux doté par les avenants tarifaires ou moins bien doté. Ce qui est clair, c'est que, et j'ai écouté M. Gerbier disant que de toute façon, pour les cliniques MCO depuis des années, c'est la soupe à la grimace en termes d'augmentation tarifaire. Elles sont sans doute, je n'ai pas fait le calcul, mais sans doute inférieures à l'inflation de vos coûts. Ça, c'est clair. Donc pour nous, c'est quoi? C'est comme vous, c'est-à-dire quand vous faites votre budget, et nous, quand on les valide, c'est la prudence, évidemment, dans les prévisionnels, tant de progression d'activité, parce que l'effet volume peut compenser un effet tarifaire, mais là aussi, il y a une limite à l'exercice. Voilà. Pour le reste, on sait dire que dans d'autres secteurs, SSR et autres, les choses sont un peu plus souples et laissent plus de marge de manœuvre que dans votre secteur à vous. Mais voilà. Mais c'est tout ce qu'on peut faire, c'est ça, d'être prudent. Mais je pense que vous l'êtes déjà, vous, dans vos budgets, donc on ne fait, nous, que vous suivre sur cet aspect-là. Hein. On constate, nous aussi, que les taux de croissance des années 2005, 2006, 2007 dans les progressions tarifaires sont plus qu'elles étaient, et je ne pense pas qu'elles seront dans l'avenir beaucoup mieux que ce qu'elles sont ici. Donc après, c'est un phénomène, il ne faut pas jouer faut pas imaginer jouer sur le tarif. Maintenant, il y a d'autres secteurs industriels où les choses sont pires encore. Donc je pense qu'il faut aussi relativiser. On peut jouer sur l'effet volume, on peut jouer sur l'effet volume, c'est-à-dire volume de séjour. On peut jouer aussi sur la productivité, on en a parlé. Les choses, j'imagine, sont complexes, mais je pense qu'il y a aussi des choses à faire à ce niveau-là. Alors, peut-être que les regroupements physiques, d'ailleurs, dans un même endroit, ou des regroupements qu'on pourrait imaginer non physiques, mais par des mêmes modes de management, sont une solution. Je pense que les solutions doivent être un peu partout. Voilà. Alors, il y a des projets qui sont montés, des projets entre cliniques, des projets communs, des projets aussi publics-privés de ci, de là. Vous parlez de regroupement, on parlait d'automobile tout à l'heure, on parle de regroupement, notamment de concessions au sein de villages de marque, puisqu'on reste sur cette thématique industrielle. Est-ce que, pour vous, si on vous propose demain un tel projet, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, un nouveau bâtiment regroupant comme ça plusieurs cliniques et plusieurs compétences en un même lieu? Vous seriez plus à même de le financer qu'un projet seul, on va dire, spécialisé sur un secteur donné? Pour répondre à votre question, je dirais qu'il faut
il faut scinder le problème. Il y a deux modes de regroupement. Je dirais qu'il y a un mode, capitalistique qui fait que des cliniques se regroupent ou des opérateurs fusionnent entre eux et qui pèsent plusieurs milliards de chiffres d'affaires. Ça, c'est un mode de regroupement. C'est un mode de regroupement où, voilà. Donc ça, c'est évidemment d'une tendance lourde, et c'est une tendance naturelle d'imaginer, on le voit dans la grande distribution, où plus on pèse en termes de chiffre d'affaires, mieux on négocie avec les fournisseurs. Je pense que là, une tendance en se disant, mieux je pèse lourd, plus je pèse lourd, mieux je négocie avec les fournisseurs. Vous avez également des fournisseurs. Est-ce que je pèserai plus lourd peut-être dans mes négociations avec les tutelles? Voilà. Donc ça, c'est une forme de regroupement que je dirais capitalistique. Après, il y a des regroupements physiques d'établissements. C'est vrai que 2-3 établissements dans une commune, dans une agglomération, c'est peut-être beaucoup mieux d'en faire une installée en centre-ville. Ça paraît peut-être plus cohérent de l'installer en périphérie avec un accès facile et des parkings et des blocs opératoires et regroupés. Ça, c'est évident. Je pense que la tendance depuis des années est celle-ci. Il y en a eu beaucoup de faits. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns à faire. Voilà, donc c'est vrai que c'est une tendance naturelle, on y a participé. Après, c'est une question de quoi? Je reviens toujours à la même chose. C'est une question, de dosage de l'endettement dans ce genre d'opération, et de maîtrise des coûts. On a eu des expériences malheureuses avec des opérateurs, des établissements regroupés, et au final, des rentabilités qui étaient une addition des charges des uns et des autres, alors que nous avait été vendu une productivité améliorée du fait d'un immeuble mieux conçu. Il s'est avéré, dans certains cas, c'était pas tout à fait ça, au final. Mais là, je pense que c'est plutôt les modes de management qui sont en cause, ou la pratique des médecins, ou voilà, je dirais que c'est... Voilà. Mais ça, c'est les aléas de toute entreprise, quelle qu'elle soit. Mais pour revenir à votre question, ces deux regroupements, le regroupement physique d'établissements en un seul établissement physique, c'est évidemment la tendance naturelle, même si, et je répète, ponctuellement, il pourra avoir des petites capacités avec des spécialités qui pourraient être extrêmement rentables. Et au-dessus de tout ça, une tendance naturelle, et les fonds d'investissement y participent, à la restructuration d'un secteur qui reste encore relativement atomisé pour faire des mastodontes du secteur, pour industrialiser et, je l'ai dit, négocier avec les fournisseurs et les tutelles. Là, on a peut-être des questions dans la salle à vous poser sur les modes de financement ou sur les financements possibles de vos établissements, notamment d'un point de vue immobilier. Oui, merci de votre intervention. Moi, j'ai surtout une question à vous poser. Alors, pardon, je vous demandais s'il vous plaît de vous présenter. Jean-Paul Varichon à Lyon. Je vous ai entendu dire, nous prêtons sur l'immobilier que pour 15 ans. Et dans le même temps, les tutelles imposent parfois sur des projets des durées d'amortissement de 30-35 ans, c'est-à-dire laisser la patate chaude aux autres. Et là, je voudrais vous entendre sur ce point. La deuxième chose, c'est sur les garanties. Vous prêtez, est-ce que vous prêtez comme une banque ou est-ce que, comme je l'ai déjà entendu d'Oseo, vous prêtez en souhaitant rentrer dans les immobilières en termes d'actionnaires et revendre dès que le prêt est remboursé? Et là, on a l'impression d'avoir payé 2 fois le désendettement. Sur la un verre d'eau, peut-être, non? Vous voulez un verre d'eau? Sur votre première question, les durées classiques chez nous de prêt sont donc sur l'immobilier entre 15 et 20 ans, on a peine à aller au-delà de 20 ans. Je dirais que ça serait un peu farfelu, entre guillemets, d'aller au-delà, compte tenu de ce qu'on écoute par nos interlocuteurs précédents, que le type d'établissement qui a 10 ans, voilà. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, la tarification doit faire en sorte que les choses s'amortissent sur des durées, sur des prêts, sur des durées traditionnelles, je dirais de 20 ans maximum. Au-delà, financé sur 30 ans ou 40 ans, où on fait dans le privé ce qu'ont fait les Japonais pour leur immobilier, ce qui a entraîné une bulle au Japon, qu'ils ont traîné pendant 20 ans de déflation, où les banquiers faisaient des prêts pour leur appartement à Tokyo sur 35 ans. On a vu les résultats de ce que ça pouvait donner, c'est-à-dire une flambée de l'immobilier et une bulle. Donc, en logique économique, un financement sur un immobilier de clinique comme un immobilier de quoi que ce soit doit pouvoir être amorti sur une durée entre 15 et 20 ans. Voilà. Si c'est au-dessus, c'est qu'il y a un souci.
s'il faut faire au-dessus, c'est ça. C'est que c'est de la dette. C'est qu'il n'y a peut-être pas, je dirais, une harmonisation entre les apports et la dette. Ou alors, est-ce que le projet est pas au-delà de ne va pas au-delà de ce que pourrait supporter son initiateur. Voilà. Pour le reste, que des associations qui ne sont pas capitalisées, qui fonctionnent avec des subventions, qui ont derrière une garantie de l'État ou presque, se financent sur 25 ans ou 30 ans, possiblement, mais parce qu'on n'est pas dans le même modèle économique. Les banquiers qui financent sur 25 ans, ils ne sont pas si nombreux, surtout aujourd'hui, dans votre secteur, c'est ou dans le public ou dans l'associatif qui est PSPH, c'est-à-dire qu'on est dans des caractéristiques du public. Voilà, quel que soit le problème qui puisse arriver, ça y est la signature du public qui paiera. Voilà. Mais on n'est pas dans ce modèle-là quand on finance le système lucratif. Et je pense que ça serait en plus un mauvais message à donner aux tutelles, et je ne dis pas ça pour me défausser, de dire écoutez, vous inquiétez pas, vos tarifs, vous pouvez les laisser bas, parce que de toute façon, les banques maintenant, elles rallongent les durées. Donc je ne pense pas que la variable d'ajustement d'un modèle économique, ça soit la durée des prêts. Ça peut l'être, mais pas au-delà. Déjà, les taux d'intérêt sont bas, on peut rallonger, et puis pour finir, en fait, c'est nous qui faisons le financement, c'est-à-dire du compte d'exploitation depuis la première ligne jusqu'à la dernière. Donc je pense que c'est... je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je considère que c'est ça, qu'il n'est pas sain qu'un projet immobilier dans votre secteur, comme d'ailleurs dans tous les autres, je parle évidemment dans un secteur de marché qui n'est pas subventionné, nécessite des financements qui soient supérieurs à 20 ans. Il y avait une question également qui portait sur l'entrée au capital. Oui, alors celle-là, je ne l'ai pas tout à fait comprise, mais en tout cas, je vais... Peut-être reformuler là, monsieur Oui, comme garantie, d'abord, merci de votre réponse, parce qu'effectivement, un immobilier, il n'a pas lieu d'être financé au-delà de 15 ans. J'ai dit 20 ans. 15-20 ans, mais voilà. pas au-delà. Voilà. Sur la deuxième partie et sur les garanties, parfois, vous demandez d'entrer au-delà des garanties, en plus au capital des SCI, pendant la durée des prêts. Alors là, je suis très surpris parce que Oseo fait des prêts. C'est un établissement prêteur. Il ne fait que du prêt. Donc, il ne prend pas de participation au capital. Ce qui peut se faire, c'est qu'il y a des structures parallèles, sœurs, cousines, et aujourd'hui et demain encore plus par la vertu de la BPI, c'est que la Caisse des dépôts a une structure, plusieurs d'ailleurs structures, dont une essentielle qui pourrait vous concerner, qui s'appelle le FSI Région, qui intervient dans les PME et dans les ETI, avec des prises de participation au capital. Mais quand nous faisons un prêt, j'entends oser au financement, on fait des prêts à des SCI, on ne prend pas de participation au capital d'une SCI. Je ne connais pas d'établissement financier qui prendrait ce risque-là. C'est un mélange des genres, c'est quasiment incestueux, parce qu'on serait en même temps au capital et en même temps prêteur. Compliqué à gérer, très très compliqué à gérer, surtout sur un mode juridique qui serait une SCI, dans lequel on serait responsable. Dire non, ou alors citez-moi un exemple, mais non. Vraisemblablement, c'était une interrogation qu'avait monsieur, il en avait alors, entendu parler, il n'y avait pas de certitude. Et dans la BPI, et dans la future BPI, qui verra associer plus encore qu'aujourd'hui, Oseo, qui changera de nom, BPI Financement, et la structure de fonds propres de la Caisse des dépôts, c'est quoi ? Ce seront deux outils qui seront rapprochés par l'organigramme, et rapprochés physiquement dans nos délégations régionales, où il y aura et les chargés d'affaires d'Oseo Financement et les chargés d'affaires du FSI. Les uns faisant des prêts, vendant des prêts, avec des comités de décision ad hoc pour le financement des prêts, et les chargés d'affaires spécialisés pour les fonds propres, qui sont spécialisés et qui ont des comités d'investissement, puisqu'on n'appelle pas ça un comité d'engagement en matière de fonds propres, qui seront totalement différents. C'est-à-dire que moi qui m'occupe des engagements au sein d'Oseo Financement, je n'aurai pas à voir les dossiers du FSI pour les prises de participation au capital, même pour un client commun. C'est-à-dire que si dans une opération, il y a un prêt qui est délivré
à une clinique et en même temps une prise de participation au capital de FSI Région, les deux dossiers passeront chacun dans leur comité et auront leur légitimité et leur logique de décision qui seront propres à chaque métier. Le métier est différent. On peut parfaitement imaginer que dans une clinique, le comité des engagements refuse de faire un prêt au motif que, voilà, quel que soit le motif d'ailleurs, et en même temps, il y a un accord de FSI Région pour une prise de participation au capital. Voilà. Donc, tout mélange des genres entre les fonds propres et les prêts, ça a toujours mal tourné. Hein. Une autre question peut-être pour Olivier Félix. À la table, à la deuxième. Olivier Ritt, hôpital privé Clerval. Dans les 15 dernières années, qui sont les banquiers et les financeurs responsables de l'abandon du bon sens dont vous nous avez fait part pour juger de la validité et de l'intérêt de l'engagement et qui ont permis de financer les cathédrales publiques qui sont vides et qui ont deux impacts pour nous aujourd'hui. D'une part, elles grèvent les budgets nationaux et donc la difficulté de financer la santé publique en est en partie en subit les conséquences et qui, d'autre part, incite ou donne l'idée régulièrement aux tutelles de supprimer les établissements privés en face pour peut-être essayer de sauver ces projets qui ont été financés lourdement. Votre question, elle est délicate pour moi, pour une raison simple, c'est que nos statuts nous interdisent de financer le public, puisqu'on est l'outil pour financer les PME du secteur privé. Non, mais il vous demandait de balancer sur vos confrères, en fait. Donc, oui, c'est ça. Alors, je ne pourrais pas balancer sur mes confrères parce que je les admire personnellement de pouvoir faire ce métier. Parce que financer des hôpitaux ou financer le service public, le secteur public, c'est très, très compliqué. Ou alors, parce qu'on a des comptes qui sont ce qu'ils sont. Donc, en fait, pour finir et pour répondre à votre question, je pense qu'au bout du bout, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on le finance parce que c'est du public. Voilà. Et en se disant, de toute façon, on sera remboursé parce que le public peut lever l'impôt. Ce que vous ne pouvez pas faire. Au final, le public, il paye parce qu'il a un outil que vous n'avez pas, qui est de lever l'impôt. Voilà. Donc, c'est la seule réponse que je peux faire. C'est-à-dire que même tard, il paiera. C'est l'idée. Ben, voilà, c'est l'idée. Alors maintenant, peut-être qu'un jour, les hôpitaux commenceront à ne pas payer, mais voilà, ce n'est pas le cas. Ils paieront. Dans ce cas-là, eh ben, il faut organiser une autre logique que je ne connais pas. Si les banques ne peuvent pas faire cette logique-là parce que l'hôpital leur dit, ben voilà, je vais investir tant, ça me coûte tant, donc je n'ai pas de fonds propres, donc tout doit être réglé par la dette. Si mes confrères disent oui, ben, ils le disent parce qu'ils pensent qu'ils seront remboursés. Ils ne jugent pas d'opportunité du projet, je pense. Ils jugent alors, ils ont évidemment des ratios d'endettement maximum, mais voilà, je veux dire que c'est des outils un peu frustres. Mais je vous dis, je ne veux pas les juger parce que je ne le fais pas et je serais bien en peine de faire ce métier-là. Même si, a priori et au final, il est plus apaisant que ce que fait Oseo qui finance de la PME, qui, elle, peut déposer un bilan parce qu'il peut tout lui arriver. C'est des affaires qui sont des affaires à taille humaine, qui sont fragiles, qui sont petites, qui ont des actionnaires individuels, avec tout ce que ça peut comporter de réussite et dans certains cas de facteurs de fragilité. Mais je préfère faire ça, quitte à me tromper, mais plutôt que de financer, comme vous dites, des cathédrales qui n'ont pas toujours du sens et au final, qui, de toute façon, qui seront couverts par le contribuable. Voilà. Mais j'irai pas plus loin parce que... Une dernière question, peut-être? Bien évité, Oui. hein, c'était bien, Je voudrais peut-être bien contourné. Je voudrais peut-être juste dire 3 mots parce que c'est un sujet sur lequel j'avais discuté avec le syndicat. Il aurait voulu que j'en parle, donc je vais être très bref. J'en ai parlé un peu au début de mon exposé sur les problématiques d'immobilier. Est-ce qu'il faut le garder ou est-ce qu'il faut l'externaliser? C'est un débat qui est récurrent, qui est chez vous, qui est d'ailleurs dans d'autres secteurs de la santé. Dans d'autres secteurs, les choses sont un peu moins
divergentes. C'est vrai que ça touche plutôt votre secteur. Quand je dis votre secteur, élargi aux EHPAD. Hein. Donc voilà. Alors moi, ce que je dis, ce que je constate, c'est que c'est l'intervention, je dirais, des fonds d'investissement qui, depuis des années, participent au financement de votre secteur et la restructuration. Et ça, il faut considérer que c'est un atout. S'ils n'étaient pas là, peut-être que la restructuration ne serait pas. Et puis peut-être que ça voudrait dire que votre secteur n'a pas d'avenir. Donc s'ils interviennent, c'est qu'il faut le voir ça de manière positive. Et c'est vrai que ces gens qui prennent des participations capitales sur des fonds ont une tendance naturelle de dire que dans le secteur des cliniques, l'immobilier pèse d'un poids très lourd, plombe les bilans, plombe les dettes, et voilà. Donc si on peut s'en débarrasser, tant mieux. Comme ça, on rentre dans le cœur du métier, ce qu'ils appellent ça, et on fait que notre métier d'exploitant de clinique avec l'opérateur, et on évacue la problématique immobilière en la cédant. Bon. Donc voilà ce que j'ai constaté. Et voilà. Et on a la même chose d'ailleurs pour ceux qui sont des opérateurs, qui ne sont pas forcément avec des fonds d'investissement, mais qui ont ouvert leur capital en bourse. Là, ce n'est pas les fonds d'investissement qui font la loi, c'est les notations qui notent les sociétés cotées et qui disent qu'une société, il faut qu'elle évacue son immeuble. Voilà. Donc la conséquence est celle-ci, et donc et elle a ces tendances à se généraliser. Alors, moi, j'essaye de répondre à ces arguments-là, et je discute également avec des opérateurs qui n'ont pas la même philosophie. Donc les arguments pour, je les ai donnés. On fait notre cœur de métier. Pendant ce temps-là, on peut s'endetter un peu plus parce qu'on a une capacité d'emprunt qu'on n'avait pas tant qu'on avait l'immobilier. Et on se consacre qu'à l'exploitation, on ne se consacre peu à l'immobilier. Maintenant, je regarde ceux qui ont gardé l'immobilier. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent de toute façon, ceux qui l'ont externalisé, et c'est vrai, ils l'ont externalisé à des fonds immobiliers qui ne gèrent pas l'immobilier. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils veulent? Dans leur jargon, ils veulent du triple net, c'est-à-dire qu'ils veulent toucher un loyer net. Partant de là, s'ils ont du triple net, ça veut dire que c'est l'opérateur qui a vendu l'immobilier qui continue à le gérer. Parce que si jamais il y a des travaux à faire de mise aux normes, si c'est un loyer triple net, les travaux de mise aux normes seront au locataire. Donc, il a évacué sans doute son immobilier, il a évacué évidemment sa dette qui était liée à son immobilier, mais il n'a pas évacué, à mon sens, la gestion de son immobilier. Parce que l'investisseur, lui, ne souhaite pas faire des travaux de mise aux normes. Donc voilà le premier reproche, entre guillemets, que je fais à l'externalisation immobilière. C'est qu'elle est partiellement raisonnée. La deuxième, elle est fruit d'une conjoncture, mais qui dure depuis quelques années, qui est de dire, oui, mais quand j'externalise mon immobilier, les loyers sont moins chers que si je prenais une situation où je le gardais et je prenais un crédit à la place. Voilà. Donc on fait des comparaisons avec un investisseur qui a pris votre immobilier, à qui vous l'avez cédé et qui vous facture un loyer, et votre confrère sur un immobilier de même valeur qui lui a décidé de le garder et de le faire financer en crédit bail. Donc on est tous les deux à 100 de cession. L'un, une cession définitive à un investisseur, et celui qui garde son immobilier mais qui le cède à un crédit bail, c'est une cession temporaire, puisqu'au bout de 15 ans, la durée moyenne du crédit bail, l'immeuble revient au locataire pour 1 euro. Bon, donc c'est vraiment une cession temporaire, c'est un mode de financement qui s'appelle le crédit bail, mais qui en réalité plus un mode de financement qu'une cession réelle. Qu'est-ce qu'on constate dans ces deux cas de figure aujourd'hui, et sur des durées aujourd'hui, c'est-à-dire sur les 10 années qui viennent, et même les 15 années qui viennent? Au départ, la cession à un crédit bailleur est plus coûteuse. Le loyer de crédit bail est en général 15 à 17% plus cher que le loyer demandé par un investisseur. Sauf que, ça c'est au début, sauf que les loyers de crédit bail ne sont pas indexés, les loyers d'un investisseur le sont. Si on prend les calculs qui ont été effectués dans le passé, l'indice du coût de la construction, qui sert de mécanique pour indexer les loyers, sont dépassés 3-4%, ce qui fait qu'au bout de 10 ans, la charge se croise. C'est-à-dire que le loyer de crédit bail, paradoxalement, devient moins cher que le loyer. Alors que je répète qu'un loyer de crédit bail est un loyer temporaire qui, au bout du terme du crédit bail, permet de récupérer l'immeuble pour 1 euro, alors que le loyer de bail est un loyer définitif. Donc, l'exemple a été prouvé par vos collègues et vos confrères d'Orpea.
qui pratique depuis 15 ans le mix entre la cession de son immobilier et le refinancement de son immobilier en crédit bail. Il explique que du fait des taux d'intérêt qui sont bas, d'une part, et par ailleurs des indexations du coût de la construction qui, elles, sont élevées, il n'est pas toujours opportun, je parle en termes arithmétiques purs, de céder son immobilier. Bien au contraire, dans certains cas, et Orpea l'a bien prouvé, que ça lui coûtait moins cher de faire financer à 100% son immobilier plutôt que de le céder de manière définitive à des investisseurs, puisque c'est un coût définitif. Sachant qu'Orpea pratique les deux, il cède et il garde. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Donc il n'y a pas une règle intangible mathématique, arithmétique, qui dit qu'il faut systématiquement externaliser son immobilier. C'est une affaire de choix d'investisseurs, de choix d'actionnaires, de dogme, je dirais même de dogme pour certains, mais je dirais que la réalité économique je dirais, justifie parfaitement l'une comme l'autre des politiques. Dernier point, pour être honnête, je vous ai dit que conserver son immobilier avec des intérêts... Pas exagérer, hein, vous êtes banquier quand même. Hein, vous êtes quand même banquier, pour être honnête, il ne faudrait peut-être pas exagérer. Oui, oui, tout à fait. Pour finir, je dirais que s'il fallait pousser les arguments jusqu'au bout, toute somme qui est consacrée à payer son immobilier, évidemment pas consacrée à son développement. Donc les adeptes du maintien de l'externalisation de son immobilier, en dépit de ce que je dis, continuent à justifier leur politique en disant que en cédant son immobilier, ils croissent plus vite qu'en le conservant, même si, au bout du bout, en termes de rentabilité finale, en bas de la ligne du compte d'exploitation, les loyers finissent par peser plus lourd. Voilà, je ne sais pas si j'étais clair, mais en tout cas, c'était un peu... Merci pour ces éclairages. Olivier Félix. On va prendre, parce que je l'ai promis, peut-être une dernière question dans la salle, mais brève, parce qu'on doit passer à la suite. Est-ce que vous avez une question complémentaire à poser à Olivier Félix? Oui, à la table là-bas. Je vous remercie, monsieur. Bonjour, Jonathan Bénèche, directeur de la clinique d'Épernay. J'étais un peu étonné par votre réflexion du début qui consistait à dire qu'Oseo, qui est une banque de financement d'innovation de petites entreprises, avait plutôt tendance à favoriser les gros établissements, ceux qui ont été restructurés, ceux qui sont rapprochés, plutôt que les petits. On est dans un environnement où on ne maîtrise finalement pas grand-chose. On ne maîtrise pas nos tarifs, on ne maîtrise pas l'activité qu'on va faire, on ne maîtrise pas l'effectif médical, on ne maîtrise pas l'innovation au niveau médical. Et il me semble que les petites structures souples sont plus à même de s'adapter à ce qui va arriver au niveau réglementaire, au niveau des innovations, etc., que des gros établissements. Donc, est-ce que c'est intégré quand même dans la réflexion au niveau financier? Je l'ai intégré dans le sens où je lui ai dit que la tendance lourde, c'est celle-ci, c'est le regroupement. C'est écrit dans les faits, c'est écrit dans les statistiques, c'est écrit dans les attendus des tutelles. Alors, je veux bien tout, hein, je veux bien dire que les tutelles ont tort, que les fonds ou les actionnaires qui s'intéressent au secteur ont tort de privilégier les regroupements et devraient garder des structures légères. Je veux bien, les deux sont là. Hein. Je veux bien imaginer que tout le monde se trompe et les banquiers de privilégier les grosses structures plutôt que les petites. Mais voilà, je dirais que c'est comme ça. Donc, à vous de prouver par vos réalisations qu'on se trompe lourdement depuis des années. Je suis tout prêt à l'admettre. Hein. Voilà. Mais je ne suis pas totalement convaincu. Ce que j'ai dit, c'est que ce dont je suis convaincu, c'est qu'il existe des capacités sur des niches d'avoir des structures éclatées sur des métiers bien spécifiques qui ne demandent pas des plateaux lourds et qui peuvent survivre avec des capacités petites dans un immobilier petit. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est la vocation d'Oseo de dire les grosses structures pérennes, on va les faire financer par des banques grosses, et Oseo, qui est un peu la PME des banques, doit financer la petite entreprise? Je pense que ça serait une erreur de demander à Oseo de financer des choses. Pour autant, si l'esprit c'est de dire Oseo doit prendre les choses les plus risquées et laisser aux banques le financement des choses les moins risquées, je pense que c'est une erreur.
c'est une erreur. Oseo doit être là auprès des banques pour financer des affaires qui sont pérennes, petites, moyennes ou grandes. Je ne parle pas évidemment des sociétés du CAC 40, évidemment. Mais voilà, on est là pour financer les affaires pérennes parce que, comme dit la direction générale, c'est l'argent des contribuables. Hein. On a vu ce que ça coûtait dans le passé une banque qui ne faisait plus son métier de banquier, mais un métier virtuel de restructuration d'économie française qui s'appelait le Crédit Lyonnais, établissement public. On a vu ce que ça coûtait aux contribuables en quelques années. C'est allé très très vite. Donc clairement, voilà, le but d'Oseo, c'est d'accompagner les banques pour financer des affaires pérennes. Après, dans les affaires pérennes, on se trompe, mais ça, c'est la loi du genre. Mais je pense que ça n'a pas à voir grand-chose avec la problématique de gros établissements ou de petits établissements. On est dans notre droit de financer un regroupement de petites cliniques pour en faire une grande. Je pense que là, on est dans notre logique de participer à ce type de financement. On est aussi dans notre logique de participer au financement, de renouveler l'équipement d'une clinique de 60 lits, très bien implantée, avec des métiers, des résultats récurrents, des rentabilités qui sont bonnes. On est aussi dans notre rôle de financer ce type d'établissement. Voilà. Mais on ne l'est pas si c'est un financement d'un établissement qui perd 15% de son chiffre d'affaires par an au profit d'un établissement regroupé et qu'il est le dernier de l'agglomération à avoir loupé l'opération de regroupement, pour lui permettre de payer ses salaires voilà. Là, je pense que c'est pas notre rôle. Merci Olivier Félix d'Oseo Financement d'avoir répondu aux questions des membres de la FHP-MCO.